Bonjour à tous et bienvenue dans la télé du salon. On est toujours en direct du Salon du Livre à Montreuil. Et si vous nous rejoignez maintenant tout de suite, c'est le Social Club, l'émission qui place la littérature jeunesse au cœur de la société. Et aujourd'hui, on va parler webtoon. Mais avant, je suis avec Sylvie Vassalo, la directrice du salon. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui au salon ? Alors aujourd'hui, c'est un moment important puisqu'on remet nos prix littéraires, les pépites du salon, avec des jurys d'enfants et des jurys professionnels. Et notre grande ours, la grande ours cette année, c'est Suzy Morgenstern et c'est une vraie fête. Et comme tous les jours, il me semble que tu es allé trifouiller dans les tréfonds de notre histoire littéraire pour comprendre un petit peu mieux d'où viennent les phénomènes de littérature jeunesse. Qu'en est-il du webtoon ? Alors pour le webtoon, ça a été un peu compliqué pour moi parce que c'est une telle nouvelle façon de créer et de lire. C'est une façon qu'on connaît pas bien, qui est plutôt portée par la jeune génération, d'après ce que j'ai pu voir, repérer. Pourtant, c'est un phénomène qui est quand même massif dans les chiffres que j'ai pu trouver. Peut-être que vous allez les contester, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était 50% du marché de la BD en Corée, que c'était possiblement 5 millions de lecteurs en France, ce qui est énorme. Donc du coup, c'est un peu difficile de voir cette BD qui est sortie des pages et qui est sortie des livres et qui est scrollée plutôt que de tourner les pages, à quel point elle pouvait avoir un reflet dans le temps. En discutant avec mes collègues, on s'est dit que peut-être on pouvait aller du côté du feuilleton. Et donc j'ai choisi les mystères de Paris parce qu'il y a quelque chose de très de codex sur la dimension populaire en fait de cette littérature. Voilà, c'est une piste, mais à vous de nous le dire. On verra, mais effectivement, on est quand même sur des chiffres assez massifs sans spoiler. Merci beaucoup Sylvie, on se retrouve demain et maintenant, place à la discussion. Je vous conseille la prochaine fois que vous êtes dans le métro ou dans la salle d'attente de votre médecin de tendre le cou sur le téléphone de votre voisin. Vous y verrez peut-être une drôle de BD que l'on scrolle vers le bas. Ça, si vous ne savez pas ce que c'est le webtoon, une sorte de phénomène un peu incroyable qui a conquis des millions de Coréens et qui semble arriver peu à peu en France. Comment sont fabriqués ces objets numériques ? Quel est leur modèle économique ? Et surtout, la France est-elle prête à cette drôle de révolution ? Avec moi, pour en parler, Benjamin Roux, rédacteur en chef de Baudoil, qui a d'ailleurs récemment lancé sa newsletter. Bonjour. Bonjour Pauline. Ainara Ipas, directrice générale d'Ono, une plateforme de webtoon française. Bonjour Pauline, bonjour à tous. Mario Gilbert, traductrice, enseignante et administratrice de l'ATLF. Bonjour. Bonjour. Et Diane Truc, autrice et illustratrice de webtoon. Coucou. Allez, c'est parti. Peut-être déjà pour commencer, on va faire simple. Benjamin, c'est quoi le webtoon ? Ça vient d'où ? Ça fonctionne comment ? Alors j'espère que Diane ou Ainara ne vont pas me contredire. Bon, le webtoon, ça vient de Corée, ça a été dit. Ça fonctionne plutôt sur téléphone, c'est de la bande dessinée, c'est-à-dire du texte, du dessin, des histoires, à lire a priori sur écran, en scrollant vers le bas, et qui est découpé en épisodes de manière à ce que ça devienne un peu, comme le disait Sylvie, un feuilleton haletant à suivre d'une semaine à l'autre, ou en fonction du rythme de publication. Et puis, on en discutera, le webtoon en France trouve aussi à s'épanouir dans des livres en papier, pourquoi pas, c'est aussi une nouvelle façon de les lire, mais en tout cas, voilà, ça vient de Corée. Mais c'est déjà un phénomène assez ancien là-bas, on en discutera, mais ça existe depuis longtemps. Ouais. C'est-à-dire depuis longtemps ? Je parle d'une bonne quinzaine d'années. Il y a eu déjà des premières tentatives en France de diffuser du webtoon. C'était sans doute un petit peu tôt, on n'était pas tous équipés en smartphone ou je ne sais quoi, mais c'était déjà un marché qui était massif en Corée. Ainara, on l'a déjà un peu abordé, les chiffres en Corée sont phénoménaux. Faites-nous un peu rêver, on parle de combien de millions de dollars ?
Alors, ce sont des chiffres qui sont un peu diffus parce qu'on est sur une consommation numérique, donc on n'a pas vraiment d'audience de ces chiffres. Néanmoins, ce qu'on sait sur la Corée, c'est que sur un marché, la Corée, c'est un pays où il y a un peu plus de 50 millions d'habitants, plus de la moitié des Coréens lisent du webtoon. Et c'est ce que vous disiez, Pauline, quand on prend le métro à Séoul ou n'importe où en Corée, nos voisins de gauche et de droite lisent très probablement du webtoon. Plus intéressant encore et un peu plus récent, c'est la percée du webtoon au Japon. Vous savez, le Japon, le pays du manga, a vu arriver, déferler cette vague, et aujourd'hui, le webtoon est plus fort que le manga numérique au Japon, qui est lui-même plus fort que le manga papier. Donc ça, c'est un immense phénomène, et donc ce phénomène, il est en train d'arriver dans le monde occidental, aux États-Unis évidemment, et en Europe, et plus particulièrement en France. La France est vraiment la terre d'accueil, en tout cas cette espèce de hub aujourd'hui d'entrée pour les contenus coréens en Europe. Comme une sorte de tache d'huile, peut-être, on le verra. Marion, vous étiez déjà traductrice avant que le webtoon arrive. Est-ce que vous l'avez vu arriver? Est-ce que ça a été progressif? Est-ce que ça a été d'un coup? Quand est-ce que vous situeriez ça? Alors, il y a eu vraiment un moment, un tournant qui a été massif, c'était le Covid. Un petit peu avant et vraiment pendant le Covid, il y a eu une explosion du webtoon et donc forcément de sa traduction. Et à ce moment-là, les plateformes se sont mises à chercher beaucoup de traducteurs, à recruter massivement. Et donc ça a permis à beaucoup de traducteurs et traductrices de ma génération qui avaient appris le coréen, qui connaissaient déjà les webtoons parce que effectivement c'était déjà un phénomène massif en Corée du Sud et qui aimaient ça. Donc c'était un vrai plaisir de sortir de l'université et de pouvoir traduire du webtoon. En plus de la littérature, ce qu'on nous a appris à traduire et ce pourquoi on est formé. Mais voir ces webtoons arriver en France, c'était un vrai plaisir pour les traducteurs. Vous-même, vous êtes lectrice de webtoon? Alors, moi, j'ai découvert petit à petit en traduisant. Et effectivement, j'ai commencé à en lire plus spécifiquement quand j'en traduisais. Donc, j'en ai lu en coréen et en français, mais en lire en français aussi pour connaître les spécificités qui sont liées à la traduction. Donc c'est intéressant de voir comment les autres traducteurs se débrouillent avec certaines problématiques liées vraiment à la traduction de webtoon, comme les onomatopées par exemple, ou les dialogues qui parfois doivent être très tranchants, en fonction de comment les dialogues s'agencent, s'il y a une dispute ou d'autres choses entre les personnages. Diane, je vous vois acquiescer. Vous l'avez vu arriver ce phénomène petit à petit en tant que lectrice? Oui, totalement. Et en fait, moi, j'ai été en plein dedans puisque Colossal, donc le webtoon qu'on a écrit avec Rutil au scénario, on a fait partie de la première vague justement de ces auteurs et ces autrices françaises qui pendant le Covid, en fait, le nombre de lecteurs a absolument explosé. Les gens étaient chez eux avec pas d'accès aux librairies, évidemment. Et le jeune public, en fait, s'est aussi retrouvé avec une plus grande facilité de lecture, puisque beaucoup de titres marchaient en freemium ou en gratuité complète, ce qui était le cas de Colossal. Et donc, on a vraiment bénéficié de ce boom, de cet essor incroyable. Et cette question du freemium, ça a un petit peu changé récemment ? Il y a beaucoup de questionnements en cours, puisque effectivement la question c'est quelle réalité économique on trouve avec un format numérique, surtout que la France n'est pas vraiment habituée, elle est très en retard, on le sait. Les auteurs le demandent, en fait réclament une vraie réponse à la question du numérique depuis des années. Et là, en fait, il y a un petit peu la Corée qui déboule, qui pense que la France en était au même niveau qu'eux, qui découvre qu'on est 15-20 ans en retard par rapport à eux, et qui se disent « Ah, peut-être falloir se bouger là ». Effectivement, la question du statut d'auteur, on y reviendra, car je pense qu'elle est au cœur quand même de la problématique, mais peut-être avant, comment est-ce que ça se fabrique, un webtoon? On l'a un petit peu expliqué, le mode de lecture est vraiment atypique, c'est sur le smartphone, il faut faire défiler de haut en bas. Diane, comment on pense, comment on dessine un webtoon? Comment ça fonctionne tout ça? Je ne sais pas si on va pouvoir avoir les images, mais on peut déjà vous montrer. Donc un webtoon, effectivement, ça se lit sur ce truc qu'on a tous dans notre poche, un smartphone, avec des cases qui sont beaucoup plus faciles à lire qu'un simple scan qui serait pas homothétique par rapport au format.
Et donc, quand on travaille sur des logiciels, ça fait que par rapport à des formats qui vont être de BD classiques, des A4, des A5, on a d'immenses bandes, comme des bandes de papier, comme des rouleaux, des scrolls, sur lesquels on travaille tous en même temps. Là, on peut voir un exemple avec The Quest, un webtoon de Eira qui est sur la plateforme Webtoon Naver. Il y a un côté un peu rouleau japonais là-dedans, non? Absolument, on se demande si c'est pas la version évoluée de l'estampe finalement. Et du coup, combien de temps ça vous prend, par exemple, pour Colossal, par exemple? C'est plus combien de temps on doit prendre, puisqu'il y a évidemment une grosse question du temps. On vit comme des mangaka, en fait. On est un petit peu tributaire de cette publication hebdomadaire. Chaque semaine, on doit produire un chapitre parce qu'il y a cette habitude pour le lectorat d'avoir, comme on le disait, du roman feuilleton, d'avoir sa petite histoire toutes les semaines. C'est un rendez-vous, c'est un véritable rendez-vous et on l'a vu avec notre public qui était là à l'heure précise à laquelle on postait chaque semaine et c'était absolument incroyable d'avoir ce retour justement de la communauté. Et donc, un chapitre se faisait en 6 jours parce que sans un jour de week-end, on devient fada. Et donc voilà, en 6 jours, il fallait faire l'écriture du chapitre, le storyboard, la ligne, la couleur, tout. C'est intéressant cette question de communauté. Effectivement, je me souviens de commentaires que j'ai lus en dessous de certains webtoons qui sont vraiment poilants, je pense qu'on peut le dire. À Inara, c'est important, cette communauté. C'est vrai, c'est véritable. Il y a des communautés de lecteurs de webtoons qui se fabriquent. Alors oui, effectivement, quand on est dans le cas de Colossal, où on est effectivement dans un épisode par semaine, ça laisse effectivement le temps à la communauté de réagir et aussi aux auteurs, aux autrices parfois, de remanier et d'écouter cette communauté et de repenser potentiellement son scénario au fil de l'histoire. Donc ça, c'est effectivement une façon de faire qui est française, mais qui en Corée, qu'on voit aussi en Corée. Et il y a une autre façon de faire, qui est une façon de faire plus industrielle, vraiment du webtoon de studio. En Corée, c'est beaucoup de webtoons de studio avec une vraie division des tâches. On dénombre à peu près 7 équipes qui vont travailler ensemble sur une production de webtoon. Et là, en revanche, on est vraiment sur un webtoon qui a été écrit du début à la fin et comme une série d'animation qui va être produit, exécuté par les équipes. Voilà. Donc il y a vraiment ces deux modèles et c'est très intéressant à regarder parce que on cherche celui qui sera le nôtre, en fait, à nous, les acteurs français. Je trouve ça assez intéressant, cette question de communauté. On la retrouve aussi un peu dans la romance avec Wattpad. Il y a vraiment quelque chose de relier les lecteurs ensemble. Benjamin, sur Baudoeil, on parle BD franco-belge, on parle manga. À quand la rubrique Webtoon? Bon, alors, je crois qu'il y a une histoire de cible. Je pense que je ne suis pas la meilleure cible de lecteur de Webtoon. On a quand même un chroniqueur qui en lit volontiers, alors en version papier, mais je pense qu'il les suit en ligne, mais qu'il aime bien la version papier. Donc il profite de la sortie de certains Webtoons en papier pour en parler, parce que je pense que ça correspond à ce qu'il a envie de lire, c'est-à-dire des aventures dans des mondes fantastiques ou des romances un peu piquantes et bien tournées. De là à en faire une rubrique, je ne suis pas certain que ce soit vraiment nécessaire, d'autant que nous, on a une communauté un peu plus traditionnelle, je pense, de lecteurs, et ils n'auront pas forcément envie de lire des critiques là-dessus. Et après, moi, je trouve que, pour l'instant, l'offre était un petit peu très formatée sur des choses qui se ressemblent beaucoup, et donc je n'ai pas forcément envie d'en parler si souvent que ça. Mais je suis le développement avec intérêt, notamment dans l'exploitation en papier. Ouais. On parle un peu de mimétisme dans certains genres de webtoon. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, alors il ne faut pas caricaturer, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se replacer 30 ans en arrière où on disait tous les mangas étaient dessinés pareil, ce qui était évidemment complètement faux. Il ne faut pas dire que tous les webtoons sont dessinés pareil, c'est complètement faux. Mais par contre, il y a des genres stars du webtoon, et ça je pense que c'est assez clair, la romance, la fantasy, les choses, des tranches de vie aussi qui ont trouvé leur place par moment, et donc ce sont ceux-là qu'on voit les plus poussés, mais ça aussi c'est l'effet de la communauté, c'est-à-dire que plus les communautés sont grosses, plus elles font du bruit, plus elles prennent de la place, et puis quand on suit toutes les semaines un webtoon d'un certain genre,
on aime bien lire aussi un autre webtoon un peu d'un même genre. Et il y a aussi après l'effet Netflix. Enfin, je ne sais pas comme ça. C'est on vous propose aussi des choses qui vont ressembler à des choses que vous avez déjà lues. Et donc, forcément, on tente le coup. Alors, l'avantage de lire aussi en ligne et de découvrir, c'est qu'on peut s'arrêter quand ça plaît pas et passer à autre chose et trouver peut-être avec la communauté d'autres conseils pour lire autre chose qui vous plaît. Peut-être qu'il faudrait que je m'y mette un peu plus pour découvrir ce qui me plairait vraiment. Je dis pas non. À voir alors. Ainara, justement, sur cette question de choisir les préférences des lecteurs, il y a une sorte d'algorithme, par exemple, dans Ono, qui va dire « Ok, cette personne lit beaucoup de romances, on va lui proposer de la romance ». Alors nous, c'est vrai qu'on se préserve quand même pas mal de cette approche-là. Hein. Donc, notre pari, c'est vraiment d'être la plateforme locale française, de prendre notre place sur ce marché et justement d'éviter un peu les écueils de ce type automatisé qui, à un moment donné, vont bloquer la surprise, vont bloquer la découverte et potentiellement l'émergence de tendances. Donc c'est vrai que la Corée, les Coréens sont aussi conscients de la limite du modèle et de la limite, d'une certaine manière, de leur propre récit. Et c'est pour ça qu'ils sont de plus en plus en recherche de talents en dehors de la Corée pour renouveler le genre et, en tant que plateforme, être justement un peu agnostique, proposer sans cesse de potentielles découvertes, créer des passerelles entre différents genres, c'est crucial. Et c'est ce qui fera que le webtoon sera pérenne, parce que c'est ce qui va permettre d'élargir le lectorat, c'est ce qui va permettre aussi à toute forme de récit d'émerger. Justement, vous parlez de développer une sorte de webtoon à la française. Ça veut dire quoi ? Ah, je ne sais pas. On cherche. On vient juste, là, on est en train de terminer une formation de webtoon à Angoulême, qui est la Webtoon Academy, qu'on a cofondée avec un studio coréen, en partant du principe que nous, Français, nous avons énormément de talent dans la bande dessinée, c'est une évidence, dans l'animation, ça l'est également, dans la littérature, bien sûr, mais que le webtoon, c'est un peu, ça va chercher un peu dans tous ces genres. Il y a beaucoup de communs, mais c'est quand même différent. Il y a des codes pour tenir en haleine, il y a des codes de format, il y a des codes pour déclencher l'achat et l'engagement. Et donc, on a créé cette formation avec 12 élèves pour leur apprendre ces standards coréens, pour leur permettre de se hisser à ce niveau-là de production internationale. Et on va continuer à accompagner ces étudiants justement pour trouver ce que sera le webtoon à la française. Alors, quelle histoire en avant-première vous pouvez nous dévoiler ? Alors, je ne suis pas sûre d'être habilitée à le faire, puisque effectivement, la particularité de cette formation, c'est que chaque élève vient avec sa propre histoire. Donc, il développe. Donc, il n'y avait pas du tout de thème, de genre imposé. Ça, c'était très important. Et alors que la romance, effectivement, est prédominante dans le webtoon, finalement, il y a 3 récits de romance sur 12. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'autres genres. Mais effectivement, ces histoires, elles appartiennent aux auteurs, mais je pense qu'ils seront ravis de les raconter très bientôt. Diane, Colossal, c'est un webtoon à la française. Oui, complètement. C'est vrai que même au niveau du style, en fait, j'ai pas cherché à copier quoi que ce soit de coréen, parce que je pense pas arriver à faire quelque chose de pas naturel pour moi. On a placé ça dans le monde de l'aristocratie française, donc on joue complètement avec ces codes. Et on a quand même une espèce de notion d'empouvoirment pour le personnage principal, pour l'héroïne. On n'a pas fait un webtoon moralisateur ou quoi que ce soit, mais on avait envie de parler de beaucoup de choses. Donc il y a des notions de féminisme, il y a du le je bete, comme on aime. Donc on va dire que c'est un webtoon ouvert d'esprit, je sais pas comment dire ça. Et on sent que chez les fans, en fait... notre public est majoritairement de jeunes femmes, on va dire une petite vingtaine d'années. Et effectivement, elles trouvent quelque chose de frais là-dedans. Donc je pense que se détacher un petit peu du fast-food coréen, comme je l'appelle, qui existe mais qui n'est pas tout ce qui existe, j'ai envie de dire c'est un petit peu comme un algo YouTube. C'est-à-dire que si vous allez sur YouTube, vous allez trouver 450 MrBeast pour une Charlie d'Angers. Mais il va falloir chercher un petit peu pour trouver le contenu de qualité qui est parfois d'ailleurs sur les plateformes plus payantes. Marion, toujours dans cette idée de fabrication, quand on traduit un webtoon concrètement, alors comment ça marche ? Combien de signes ? Est-ce qu'on est payé aux signes ? Combien de temps on a ? Oui, alors pas du tout. Ça se détache totalement de la littérature où effectivement on est payé aux signes de la langue cible.
Là, en Webtoon, comme on a des images à traduire, on ne peut pas calculer le nombre de signes de toute façon. Donc, on est rémunéré à l'épisode. Donc, ça varie, hein, effectivement, en fonction des plateformes et pour qui vous travaillez. En général, c'est bien d'être autour de 70 € l'épisode, parce que, pour plusieurs raisons. D'une part, parce que ça prend beaucoup de temps de traduire, comme Diane, qui met beaucoup de temps à produire un épisode. Donc effectivement, il y a les images, etc., mais rien que le texte, même s'il est déjà là pour pouvoir le traduire, pour pouvoir faire les recherches nécessaires à sa traduction. Colossal, par exemple, ça parle beaucoup de sport. Donc il faut aussi s'y connaître un petit peu en sport, faire ses recherches, trouver le vocabulaire approprié, etc. Donc c'est pas si rapide que ça de traduire un webtoon. Et ça varie beaucoup donc d'un webtoon à un autre, parce que le webtoon, il y a énormément de genres. Donc, depuis tout à l'heure, on parle de la romance, mais il y a aussi beaucoup de jeux vidéo, de webtoons qui sont inspirés de jeux vidéo, donc qui nécessitent un vocabulaire différent. Et la communauté jeux vidéo est à fond dans ce genre de webtoon, donc il ne faut pas faire une erreur ou quoi que ce soit. On a aussi tous les murim qui sont inspirés de la mythologie chinoise. Parfois, il y a des romances médicales, donc il faut se renseigner sur la médecine. En fait, on devient très polyvalent quand on est traducteur de webtoon. Et donc ça, c'est la rémunération à l'épisode, effectivement. Par contre, il faut rappeler que les traducteurs, ce sont aussi des auteurs qui répondent aux droits d'auteur français, et ce ne sont pas des travailleurs. Donc on répond au statut d'artiste-auteur, voilà, qui est un statut d'indépendant aussi, et qui donc ouvre un certain nombre d'autres droits importants, tels que le droit moral, donc le droit de pouvoir regarder, d'avoir un droit de regard sur les corrections qui sont faites sur sa traduction, ou aussi des droits proportionnels, évidemment moindres qu'un auteur, sur les ventes qui sont faites sur la base de cette traduction. Effectivement, comment trouver son équilibre économique dans un système qui ne reconnaît pas forcément les mêmes droits, les mêmes références que nous? C'est peut-être la question qu'on se posera, si on a le temps, après une petite pause avec Jean-Marie Ozanne, qui, comme tous les soirs, va nous révéler ses meilleures anecdotes du festival. Je m'appelle Jean-Marie Ozanne, j'ai créé la librairie Folie d'encre à Montreuil en 1981. Pour rien au monde, je ne raterai un épisode de cette aventure. Un salon, c'est comme dans la vraie vie, si je puis dire. Par exemple, je viens assez tôt au salon, histoire de vérifier que tout va bien, peut-être pour soigner mes inquiétudes. Et une fois, je rencontre Michel, qui est une formidable éditrice. On se fait la bise, et j'ai pas pu m'empêcher d'avoir un mouvement de recul. Elle comprend tout de suite qu'il y a un problème, et elle m'explique. On m'a dit que pour tenir le coup, c'était bien de manger, de croquer une gousse d'ail le matin. Elle est partie assez vite s'acheter du dentifrice et une brosse à dents. Un représentant, Luc, qui nous aide à remballer la fin du salon. Alors, on met les livres dans les cartons, et les cartons et les palettes. Un moment, il se baisse pour attraper un carton, et ça fait crac. On regarde tous. Son pantalon avait craqué. Nous avions une vue formidable sur son slip rose à fleurs bleues. Puis je me souviens de cet autre représentant qui est venu pour la journée professionnelle. Il a perdu le talon de sa chaussure. Toute la journée, il a boité. De toute manière, un salon, c'est aussi plein de bobos. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est normal. L'essentiel, c'est que nous ne manquions jamais de Doliprane. Ça pourrait être une scène de webtoon, non, Diane, en vrai? Ça se dessine, ça? Comédie tranche de vie, direct. On n'en a quasiment pas parlé encore, mais Colossal, j'ai vérifié hier soir, plus de 7 millions de lecteurs actifs. C'est énorme. Avec autant de lecteurs, on devient complètement riche, non? Oui, absolument. Alors évidemment, comme beaucoup de métiers artistiques, c'est pas très bien payé.
Non, justement, c'est là qu'on se pose la question du statut économique, du modèle. C'est qu'à l'heure actuelle, effectivement, les fonds, du côté coréen en tout cas, c'est des fonds qu'ils ont parce que la maison mère, donc Naver, qui possède Webtoon, c'est une multinationale. Enfin, c'est quelque chose d'énorme. Mais en France actuellement, voilà, comment se dessine tout ça pour avoir des salaires décents. Sur le site, c'est Émilie Coudra qui travaille chez Webtoon Naver, qui avait cité pour le site L'ADN que le salaire moyen était de 1 500 € pour un auteur, qui qu'il soit, qui débute ou pas. Et c'est effectivement à peu près ça, mais il faut se dire aussi qu'on est peu à travailler seul. Moi, je travaille donc avec Rutil, la scénariste, Alix Tranduc, qui est aplateuse, qui m'aide à la couleur, donc mon assistante. Et du coup, voilà, à partir de ces 1500, le salaire parfois descend beaucoup parce qu'il faut se le partager. C'est-à-dire que sur les 1500, il faut le partager en 3 ? C'est un petit peu ça. Évidemment, le dessin prenant le plus de temps, c'est cette partie-là qui va être la plus payée. Mais à la fin, c'est surtout qu'on est payé ça pour un nombre d'heures hebdomadaires qui est bien au-delà de ce qu'on pourrait faire normalement, quoi, enfin, de ce qui serait normal. Alors comment on trouve son équilibre économique ? Moi, je l'ai trouvé dans autre chose que la BD, en fait. De base, je sors des Gobelins, je fais du cinéma d'animation, et donc j'ai le statut d'intermittente du spectacle. Et ce qui est absolument formidable avec ce statut, c'est que donc, au bout d'un certain nombre d'heures travaillées avec certaines conditions, on peut avoir des mois de chômage, en fait, de chômage intermittent, qui permet de travailler sur d'autres projets. Et ce statut, c'est un cercle vertueux qui fait que la France rayonne autant culturellement. C'est une chance absolument inimaginable qui fait aussi qu'on rayonne à l'international, parce qu'il ne faut pas oublier que la Corée, notamment, est extrêmement friande de l'art français. On peut penser à la haute couture, mais il y a vraiment beaucoup d'autres exemples. Et la littérature française en fait partie. Et donc, en commençant Colossal, à l'époque, grosso modo, les chapitres qu'on appelle au frigo, donc d'avance, n'étaient pas payés. Maintenant, ils le sont. Et donc, c'est mon chômage intermittent à l'époque qui m'a permis de travailler en avance sur cette série. Et sans ça, j'aurais eu beaucoup de mal. Effectivement, le côté fonctionnement d'un studio d'animation se rapproche un petit peu d'un fonctionnement de studio de Webtoon. Benjamin, comment ça fonctionne ? D'ailleurs, je vous voyais sur ma droite ne cesser de hocher la tête. Mais non, mais Diane, elle met le doigt sur une des grandes problématiques, c'est-à-dire qu'on est sur un marché qui produit énormément de contenu, de qualité ou moins, enfin, qui produit et qui a besoin de beaucoup de contenu, donc il faut beaucoup de gens pour le faire. Voilà, pour faire un webtoon de qualité, il faut au moins 3 personnes toutes les semaines et sans la traduction, en cas où. Donc ça demande quand même des fonds. En France, on a l'habitude, côté bande dessinée, de signer des contrats d'édition. Traditionnellement, pour la publication d'un livre, ça va prendre 6 mois, 8 mois, 10 mois, 15 mois, enfin, pour le temps de le faire. Et voilà, il y a un contrat. Alors, à la fin, je ne dis pas qu'on gagne plus avec un contrat d'édition, avec un contrat webtoon, je ne sais pas. Hein, mais par rapport à toute la production, par rapport à l'enjeu de produire toutes les semaines, j'ai l'impression que les revenus ne sont pas tout à fait à la hauteur. Et quand on compare avec le cinéma d'animation, un studio d'animation, c'est valable pour les studios dont parlait Ainara tout à l'heure, avec des grandes équipes qui produisent toutes ensemble, avec un objectif, des deadlines, un planning, oui. Mais en France aujourd'hui, si vous faites du webtoon, vous n'avez pas l'intermittence dont Diane parlait. Il faut en plus faire les heures en animation. Enfin, voilà, donc je pense qu'on est un peu à la croisée des chemins pour trouver le bon système entre le contrat d'auteur classique tel qu'on le connaissait avant, je veux dire, qui existe encore hein, pour le papier, et des contrats webtoon qui sont, je pense aujourd'hui, un peu justes, voire injustes. D'ailleurs, tant qu'on est sur les questions argent, j'en profite. Marion, ça rapporte combien ? Comment on est payé du coup sur une traduction de webtoon ? Alors, du coup, tout à l'heure, je disais qu'on était payé à l'épisode. Donc, si on prend 70 € l'épisode, qui est un tarif normal, et que vous avez un épisode par semaine à traduire, vous voyez bien que vous avez 70 € par semaine. Donc, en fait, c'est très compliqué d'en vivre, dans le sens où, si vous voulez en vivre, il faut cumuler les séries. Il y a d'autres systèmes qui pourraient être mis en place, par exemple traduire par série si jamais les séries sont déjà complètes, ce qui serait plus facile pour tout le monde.
Mais donc dans le cas où on a un épisode à traduire par semaine, qu'on cumule les séries parce qu'on a envie d'être que traducteur, parce que voilà, on a été formé pour ça et on aime ça, vous cumulez les séries et en fait, à force de cumuler les séries, ça peut aussi être assez compliqué mentalement. C'est un exercice psychique assez fatigant de se souvenir de toutes les séries, de se souvenir de toutes les narrations, tous les personnages, chaque ton de chaque personnage, etc. Donc ça, je pense que c'est la plus grande difficulté et c'est pas parce que vous voulez gagner plus que vous aurez aussi plus de séries. Le marché étant assez limité aujourd'hui, on a vu la fermeture de 2 plateformes par exemple ces 2 dernières années. Donc oui. Verytoon, non Oui, c'est ça, il y a eu Verytoon et Picoma plus récemment. Donc voilà. Alors, c'est vrai qu'on l'a un petit peu évoqué, le webtoon, c'est de l'achat de licence. Une licence de webtoon, ça coûte cher. Est-ce que vous, ça impacte vos revenus ? Je pense, oui, parce que le coût d'une licence étant élevé, ça peut être un frein pour toutes les plateformes, pour tous les éditeurs, et il y en aura forcément moins sur le marché, ce qui fait qu'il y a moins de travail pour les traducteurs. Donc dans ce sens, oui, c'est bénéfique pour tout le monde si les licences coûtent un prix raisonnable, qui permet aussi la circulation de l'œuvre à l'étranger, donc pas seulement en Corée. Et ce qu'il faut, à mon avis, préciser aussi, c'est que dans le titre de cette émission, il y a le mot usine. Et effectivement, je pense qu'usine, c'est approprié dans le sens où il y a un rythme de travail qui est quand même assez soutenu. Par contre, il ne faut pas oublier que c'est un travail de création. Ce n'est pas une usine dans le sens où on sort des produits manufacturés qui sont tous à l'identique les uns des autres. Et cette idée de création, elle est très importante justement pour le droit d'auteur, pour tous les intervenants, et aussi pour garder une manière de faire un peu française. Parce que parler d'usine, je crois que c'est aussi se calquer à la mentalité coréenne et à cette localisation à laquelle on a assisté en France, où en fait c'était les manières de faire coréennes qui étaient prises telles quelles, qui ont été importées telles quelles et qui ont du mal à faire en sorte que le webtoon, alors il a explosé à un moment, mais s'implante durablement en France. Effectivement, essayer d'être en dehors des normes à Inara, cette façon de faire où l'auteur ou le dessinateur ou le traducteur peut être simplement considéré comme un outil de production, est-ce que c'est en phase, en France, de devenir une norme ? Absolument pas. et heureusement. Le webtoon, la création française de webtoon, elle s'est développée de la manière au sein de maisons d'édition principalement, de groupes d'édition. Ce qui est, et Diane le mentionnait, hein, les plateformes coréennes, ce sont des conglomérats financiers. En France, ce sont vraiment des groupes d'édition qui se sont lancés dans la création locale, donc avec des logiques d'édition, avec un rapport éditeur-auteur, avec des droits d'auteur, etc. Donc, je ne dis pas que c'est nécessairement la façon de faire. Moi, je pense qu'on va devoir trouver le modèle hybride qui sera effectivement, évidemment, éminemment respectueux du droit d'auteur, où l'auteur aura une place bien plus importante qu'il peut l'avoir dans la plupart des cas en Corée, mais en prenant quand même des façons de faire coréennes qui permettent à l'auteur justement de souffler et à l'autrice et de se concentrer sur son récit ou sur ses forces. Et on le voit quand on fait notre formation en ce moment, la Webtoon Academy, un artiste complet qui va maîtriser aussi bien le développement des personnages, le storyboard, la colorisation, le décor, etc. Il n'y en a pas. Tout le monde a des zones de faiblesse et je pense que c'est là qu'on a un rôle à jouer, c'est justement de trouver l'accompagnement aux auteurs et aux autrices français pour qu'ils puissent créer tranquillement et pouvoir s'appuyer sur un studio ou des ressources externes pour tenir le rythme. Alors justement, est-ce qu'il y a vraiment un marché français ? Benjamin, il y a quelques années, on a pointé les éditeurs français en leur disant « Ah, vous avez un petit peu loupé le train du manga, vous n'êtes pas très fort. » Et puis maintenant, on parle du webtoon, même enjeu, même combat. Alors, il y a des éditeurs français qui n'ont pas du tout loupé le train du manga. Hein. Je pense que ceux qui ont mis la main sur One Piece ou Jujutsu Kaisen, c'est plutôt des gens bien avisés. Mais effectivement, il y a eu cette vague est arrivée.
des millions, des dizaines de millions de lecteurs, des communautés ultra puissantes, bien sûr, ça fait envie à un groupe d'édition. Ensuite, il y a des récits de qualité qui font aussi envie, qui peuvent se dire, bah oui, on va développer quelque chose là-dessus. Donc, pourquoi pas ? Après, il y a eu des investissements dans le numérique. Voilà, le groupe Média Participation l'a fait avec Ono, Delcourt l'a fait avec Veritune, qui ont eu des succès divers. Et il y a eu des webtoons papier, notamment un, Solo Leveling, qui a attiré la lumière sur lui avec des dizaines, voire des centaines de milliers de lecteurs en papier, créant un marché à lui tout seul, presque. Et donc ça a attiré beaucoup d'autres éditeurs qui ont voulu faire du webtoon en papier, donc adapter la version téléphone dans un livre maquetté. Je crois que ce marché, il existe aujourd'hui, mais il est plus faible qu'attendu. Et je pense que Colossal a plutôt pas trop mal marché, mais peut-être pas autant qu'espéré à un moment. Et par contre, pourtant, les livres sont très beaux, enfin, ils sont vraiment réussis. Donc c'est compliqué parce qu'il faut se faire la place. Et je pense pas que aujourd'hui, que le webtoon remplace le manga tel qu'il est implanté en France, en tout cas pas aussi vite que pensé. Excellente question, Benjamin, merci beaucoup. Colossal, on rapporte plus quand on le fait en numérique, quand on le fait en papier. C'est un bon complément. Pour des auteurs, vendre des droits, c'est forcément bénéfique parce que on a quand même un retour sur investissement et on se dit ok, j'ai pas non plus fait ça pour trop rien. Ça nous permet de toucher un public beaucoup plus large parce que la France est forcément, elle est beaucoup plus friande de papier. Quoi qu'il arrive, les gens veulent ça dans leur bibliothèque. C'est ça qui faisait plaisir aussi et qui fait qu'on a quand même eu notre succès, c'est que les lecteurs et lectrices étaient fidèles en fait et voulaient vraiment soutenir le livre, enfin le webtoon. Et on parlait de Solo Leveling qui a tout cassé, qui a tout raflé, etc. Et effectivement, je pense que le webtoon s'est basé sur des chiffres qui n'étaient pas la norme de base. Donc ça a explosé au confinement, qui était une situation qui n'était absolument pas normale. Et à partir de là, ils se sont dit, bon, ok, c'est bon, c'est ça notre pic, mais maintenant on va aller au-dessus. Sauf que non, c'est plus possible en fait, à moins de reconfiner la France entière, ce qui n'est pas très envisageable. Donc effectivement, il y a eu un peu un chamboulement et les Coréens eux-mêmes essayent un petit peu de s'y retrouver là-dedans. Ils ont découvert que le papier se vendait en France, ce qui était aussi un gros truc pour eux, parce qu'un best-seller en Corée, c'est 3000 exemplaires, pas plus. Chez nous, effectivement, ça pète plus de 10 000 exemplaires. Et donc effectivement, il y a une place à trouver, mais je pense qu'il ne faut pas non plus délaisser le format webtoon en lui-même, parce que c'est un format qui est extraordinaire, c'est neuf, en fait on est au 21e siècle et on arrive avec un nouveau format de narration séquencée. Je trouve ça incroyable de pouvoir voir la naissance de ce truc-là. C'est quoi l'enjeu alors ? Ce serait de trouver son modèle économique numérique ? Oui, vraiment. Parce que se baser sur le papier, pour l'instant, c'est tout ce qu'on peut faire. C'est parce que c'est tout ce que la France connaît en quelque sorte. Et effectivement, c'est compliqué parce que même la Corée, j'ai l'impression qu'elle marche beaucoup en, je crois qu'ils s'appelaient ça IP 360, un truc comme ça. Le fait que leurs licences, donc leurs idées, etc., l'intérêt pour eux, c'est de les vendre notamment au cinéma. Ça devient des séries, des dramas coréens sur Netflix, des films, ce genre de choses. Et donc effectivement, peut-être qu'il y a un tout nouveau marché à conquérir, à découvrir, mais en se basant sur le numérique avant tout. Ainara, vous êtes-vous en pleine recherche et développement, du coup, chez Ono, on est encore dans cette phase du tout début, finalement ? Oui, nous, effectivement, en étant au cœur de ce système, on voit que le marché du webtoon, c'est un grand marché. Voilà, c'est vraiment un marché qui est en croissance, qui a décollé. Donc la croissance a été accélérée par le Covid, mais elle continue. Et je voulais quand même préciser que ce marché, on parlait d'enjeux. Pour moi, il y a deux enjeux. Il y a l'enjeu de la monétisation. Donc, il faut que ce marché, effectivement, il soit vraiment un marché payant. Il faut que les contenus aient une valeur marchande. Donc, ça, c'est un premier enjeu. Et le deuxième, c'est l'enjeu d'internationalisation, parce que la beauté d'un webtoon, c'est que c'est un marché mondial qui est à la portée de la main des auteurs. Et c'est pour ça que
les webtoons coréens sont pour la majorité très rentables. Pourquoi ce sont ces conglomérats financiers qui font du webtoon? C'est rentable. Avec ou sans adaptation, une grande partie des webtoons sont rentables parce qu'ils se vendent non seulement aux dizaines de millions de Coréens, mais aux Japonais et partout ailleurs. Donc ça, c'est vraiment pour que les auteurs puissent et les autrices puissent en vivre, il faut que leur webtoon puisse s'adresser au marché du webtoon. Et le marché du webtoon, il est mondial. D'ailleurs, pardon. Pardon, il y a trop d'infos en fait, c'est terrible. Il y a aussi le fait que c'est un média jeune et ça s'adresse surtout aux jeunes à l'heure actuelle. Mais c'est surtout que les jeunes n'ont pas encore grandi. Du coup, chez eux, en Corée, les adultes avec un portefeuille et une carte bleue peuvent acheter les épisodes payants. Mais nous, on est encore à des gens qui ont entre 13 et 20 ans, qui n'ont pas forcément des dizaines d'euros à dépenser tous les mois. C'est vrai qu'à propos d'international, vous vous lancez dans un tout nouveau marché, l'Afrique subsaharienne francophone. Et oui, c'est-à-dire qu'on s'est dit qu'on n'avait pas envie de se couper de la population francophone d'Afrique qui va représenter d'ici 2050 80% de la population francophone mondiale. Voilà, donc c'est un enjeu pour un groupe comme Média Participation, c'est un enjeu pour les lecteurs et lectrices et les auteurs et autrices africains francophones d'avoir accès à ces contenus. On a eu beaucoup de mal sur le marché papier pour tout un tas de raisons que je ne vais pas détailler ici. Le numérique ouvre énormément de possibilités. La population africaine est très connectée, très jeune et très en demande. Alors, est-ce que le webtoon français trouvera sa vitesse de croisière ? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une question à suivre. Merci à tous les 4 et moi, je vous retrouve demain pour le dernier Social Club. Ça passait très très vite cette semaine et ce sera spécial Histoire à écouter. À bientôt, au revoir.